En Côte d'Ivoire, le président de l'une des ailes du FPI, le Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, s'est dit favorable à un rapprochement FPI-PDCI pour les élections locales puis présidentielles de 2020. Alors que l'on croyait l'affaire des bébés importés définitivement close, la justice nigériane vient d'adresser une requête d'entraide judiciaire à la justice nigérienne afin de conduire un test d'ADN sur l'épouse d'Ama Amadou. À Madagascar, plus de 200 morts, des dizaines d'écoles fermées et tout un pays saisi de panique. La peste que l'on pouvait croire enfouie à jamais dans les livres d'histoire restait une menace immédiate. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika, une information que nous ouvrons par l'Égypte où 2 candidats potentiels à l'élection présidentielle égyptienne se sont désistés samedi, laissant le président Abdel Fattah al-Sisi sans adversaire, et ceci à moins de 48 heures de la clôture des candidatures. Reportage. Un boulevard devant Al-Sisi pour l'élection présidentielle. À moins de 48 heures de la clôture des dossiers de candidature, les 2 potentiels adversaires du président candidat à sa propre succession ont tous jeté l'éponge. Le patron du club de football de Zamalek, Mortada Mansour, a annoncé samedi sur sa page Facebook qu'il ne sera finalement pas candidat après avoir pourtant exprimé son intention de briguer la magistrature suprême. Avant lui, Saïd Al-Badawi, président du vieux parti libéral du pays, présenté ces derniers jours par la presse comme un possible concurrent d'Abdel Fattah al-Sisi, a réitéré samedi son soutien à ce dernier, rejetant donc toute candidature séparée. Dans la même logique, d'autres potentiels adversaires ont été ces dernières semaines écartés ou découragés. On citera entre autres l'ancien chef d'état-major Sami Anan. Il a été exclu de l'élection mardi, quelques jours seulement après l'annonce de sa candidature. Poursuivi par la justice militaire pour s'être engagé dans la course sans l'autorisation des forces armées, ses proches se disent sans nouvelles de lui. Pour le premier tour de l'élection présidentielle prévue pour le 26 mars, l'autorité nationale en charge du scrutin doit recevoir les candidatures jusqu'à lundi au plus tard. Jusque-là, seul le président Al-Sisi, au pouvoir depuis 2014, a officiellement pu déposer la sienne. En Côte d'Ivoire, le président d'une des ailes du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, s'est dit favorable à un rapprochement FPI-PDCI pour les élections locales puis la présidentielle de 2020. Il plaide en outre pour une réforme de la commission électorale indépendante avant la tenue des élections locales prévues cette année 2018. Reportage. Un tandem FPI-PDCI pour les prochaines joutes électorales en Côte d'Ivoire. Le vœu est celui de Pascal Affi-N'Guessan, président de l'une des ailes du FPI, le Front populaire ivoirien. S'exprimant en faveur d'un rapprochement FPI-PDCI, il a également plaidé pour une réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, avant la tenue des élections locales. Il faut, dit-il, une nouvelle CEI pour les élections locales prochaines. Une CEI équilibrée, reposant sur 3 pieds équilibrés, la coalition au pouvoir, l'opposition et la société civile, et présidée par une personnalité nationale reconnue pour son intégrité, sa compétence et son expérience administrative et sociale, personnalité choisie de manière consensuelle. Le 30 janvier, dit-il, l'opposition pourra s'asseoir pour décider des conduites à tenir dans ce sens. L'appel à une révision de la composition de la CEI fait en effet écho à un arrêt rendu en ce sens il y a un peu plus d'1 an par la Cour africaine des droits de l'homme basée à Arusha, en Tanzanie, et jusqu'ici resté sans effet. Dans son adresse, Pascal Affi-N'Guessan a par ailleurs lancé une nouvelle fois un appel à l'unité de son parti et s'est dit prêt à investir en tête de liste pour les élections municipales et régionales des fondeurs du FPI. Nous nous battrons. Au Niger, alors que l'on croyait l'affaire des bébés importés définitivement close avec le jugement de la Cour d'appel de Niamey et la condamnation des principaux prévenus à des peines privatives de liberté, la justice nigériane vient d'adresser une requête d'entraide judiciaire à la justice nigérienne afin de conduire un test d'ADN sur l'épouse d'Ama Amadou pour déterminer la paternité de leurs 2 enfants. Plus de précisions à travers cet élément.
L'affaire trafic de bébés au Niger, dans lequel le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale du pays, Hama Amadou, a longuement été cité, connaît depuis peu un nouvel épisode. La justice nigériane vient d'adresser une requête d'entraide judiciaire à la justice nigérienne afin de conduire un test ADN sur l'épouse de Hama Amadou pour déterminer la filiation de leurs 2 enfants. En effet, dans l'affaire de trafic présumé de bébés nigérians, la justice nigérienne ayant déclaré que les bébés achetés au Nigeria voisin ne leur appartiennent pas, les a retirés et placés dans des orphelinats, à l'exception de 2 jumeaux du couple Hama Amadou qui restaient introuvables. Quelques mois après cette disparition, les services de l'immigration du Nigeria sont parvenus à mettre la main sur un ancien diplomate nigérien accompagné des 2 jumeaux. L'homme tentait de leur établir 2 passeports nigérians. Arrêté et inculpé, entre autres, pour trafic illicite d'enfants, l'ancien diplomate finit par avouer que les 2 jumeaux appartiennent au couple Hama Amadou. Dans une lettre officielle, le procureur général du Nigeria a alors demandé aux autorités nigériennes une entraide judiciaire pour, dit-il, conduire un test ADN sur Hadiza Amadou, l'épouse d'Hama Amadou. Mais arrivé à Niamey, les enquêteurs qui se sont rendus au domicile d'Hadiza Amadou ne l'y ont pas trouvé. Celle qui a déjà purgé sa peine d'1 an serait en déplacement à l'extérieur. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, abrite le 28 et 29 janvier le 30e sommet de l'Union africaine. Les assises réuniront donc les chefs d'État africains des 55 pays membres de l'Union africaine. Les temps forts donc de cette rencontre à travers cet élément. L'Éthiopie accueille la 30e réunion des 55 pays membres de l'Union africaine. Une rencontre censée se tenir les 28 et 29 janvier à Addis Abeba. Les grands dossiers sur lesquels les chefs d'État du continent africain auront à se prononcer sont au nombre de 5. Ils concernent, outre la réforme en cours, la lutte contre la corruption, la paix et la sécurité sur le continent africain, la libre circulation des personnes, ainsi que la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Ce 30e sommet sera aussi marqué par la passation des charges entre le président guinéen Alpha Condé et son homologue rwandais Paul Kagame, qui lui succédera à la tête de la présidence tournante de l'organisation panafricaine pour une durée d'1 an. Autre point très attendu durant ces assises, la probable adoption d'une déclaration commune condamnant les propos du président américain Donald Trump, 2 semaines après l'indignation provoquée par ses propos insultant l'Afrique, qui qualifiait les pays du continent de pays de merde. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta effectue une visite à Boni, dans le centre du pays. Cette descente du chef de l'État fait suite à la mort de 26 civils, dont 6 femmes et 4 enfants, dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, parti de Djibo au Burkina Faso, à destination de la foire hebdomadaire de la ville. Voici les images. Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à exprimer son soutien aux victimes ainsi qu'aux proches des personnes tuées lors d'une explosion qui a fait près de 30 morts à Boni, dans le nord du pays. D'où sa descente à Boni, lieu de l'incident. Ma venue ici aujourd'hui à Boni, c'est pour vous témoigner que vous n'êtes pas seul. Et si Allah le veut, vous ne serez pas seul. Tout le Mali est endeuillé, tout le monde est consterné. Tout le monde sait ce que nous subissons. Tous les jours, nous faisons ce qui est en notre possible. Chacun implore Dieu, mais cette crise finira. Dieu connaît nos intentions et le travail que nous effectuons. Au nombre des victimes, 6 femmes et 4 enfants. L'explosion de la mine est survenue au moment du passage de leur véhicule, parti de Djibo au Burkina Faso. Ils se rendaient à la foire hebdomadaire de la ville. À Madagascar, plus de 200 morts, de dizaines d'écoles fermées et tout un pays saisi de panique. L'épidémie qui a frappé le pays l'an dernier a rappelé que la peste que l'on pouvait croire déjà enfouie à jamais dans les livres d'histoire restait une menace permanente. Reportage. La peste reste endémique dans certains pays africains. À Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, la bactérie Yersinia pestis
transportées par les rats et transmises à l'homme par leur puce, réapparaissent chaque hiver austral. En moyenne, 300 à 600 cas sont recensés. Prudemment, les autorités malgaches ont mis la population en garde contre ces risques. Pourtant, pas peur ou pas honte, certains malgaches remettent en cause l'existence même de la maladie. Les volontaires, quand ils sont sur le terrain, ils rencontrent des personnes qui ne croient pas que cette maladie existe. Donc à ce moment-là, ils sont obligés de trouver les moyens pour convaincre, pour donner plus d'explications à ces personnes-là. Mon père a labouré la terre. Il avait mal au thorax. On l'a amené au centre de santé. Il n'a pas pu être guéri. Alors, on l'a amené à l'hôpital d'Andra Massina. On nous a recommandé de faire une radio dans un autre hôpital. Mon père est mort et ils disent que c'est la peste. Mais nous ne sommes pas d'accord. Notre père a eu un accident en 2015. Il n'est pas mort de la peste, mais suite à son accident. Il faut nettoyer tout ce qui traîne. S'il y a des ordures, même des feuilles mortes, il faut bien nettoyer. Et il faut éviter de laisser des restes de nourriture, car si vous laissez des miettes sur la table ou dans la marmite, c'est ça qui attire les rats. Et après, les rats viennent dans la maison, ils s'installent et ils apportent leurs puces. La saison 2017 a fait exception au Madagascar. Plus précoce, l'épidémie d'ordinaire cantonnée aux campagnes a infesté les villes. On parle tourisme dans cette édition, direction le nord du Bénin, où le parc national de la Pendjari, le plus grand du moins d'Afrique de l'Ouest, reprend vie désormais. Les éléphants, lions et antilopes parcourent en toute quiétude la savane. À la frontière du Burkina Faso et du Niger, le parc est devenu le fer de lance de la politique touristique du Bénin. Reportage. 7 heures du matin dans le parc de la Pendjari. La nature s'éveille, le safari peut commencer. Les singes font leur toilette, les éléphants étanchent leur soif et les antilopes se nourrissent. Les animaux sont ici chez eux. Pour les observer, il faut savoir être discret. Quelques épaules là, tous les animaux sont dans leur état naturel. On ne fait rien pour appâter les animaux, on ne fait rien pour, comme dans d'autres parcs où il y a le tourisme de masse. Ici, c'est encore vraiment naturel, c'est encore du sauvage. Niché à l'extrême nord du Bénin, le parc s'étend sur 4700 km². Créé il y a 50 ans, il a longtemps souffert du braconnage et d'une mauvaise gestion. Pour le préserver, la présidence du Bénin s'est associée avec l'ONG African Parks pour restaurer la faune et la flore et former une soixantaine de rangers. L'objectif, faire du parc l'un des fleurons de l'écotourisme au Bénin. Il s'agit de conservation, il s'agit de revitalisation, de reboisement et ensuite, bien sûr, d'aménagement de cet espace pour en faire un outil touristique et un outil touristique à la fois pour l'économie béninoise mais aussi pour l'économie locale. Méconnu par rapport aux grandes réserves d'Afrique de l'Est et du Sud, le parc national de la Pendjari abrite une centaine de lions, mais aussi des léopards et des guépards, des félins pas faciles à voir. C'est impressionnant de voir tous les animaux. Hier, on a vu des lions même le soir. Et bien que il faisait presque noir déjà, c'était impressionnant de savoir tout simplement qu'il y a un lion tout près. La nouvelle direction du parc espère passer de 6 000 à 10 000 visiteurs annuels d'ici 5 ans. Pour ravir les amateurs de grands animaux, le rhinocéros pourrait être réintroduit prochainement. Merci donc de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. C'est la fin donc de cette édition. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.